acceptée, tolérée par les travailleurs et leurs représentants syndicaux et politiques, qu'en échange et en contrepartie de garanties et de protection collective. La sortie de ce compromis, auquel, je le redis, le capital lui-même a mis unilatéralement un terme dans l'espoir de relancer ses chances de maximisation de sa valorisation, la sortie de ce compromis s'accompagne de risques, bien entendu, de risques, de périls, qui ne sont pour une grande part déjà devenus que trop réels pour de très larges franges de la population. On peut même penser que la rupture du compromis est porteuse de possibilités de régression à des formes pré-salariales, à des formes pré-modernes, peut-être même à des formes purement serviles du travail, ou à des formes donc de travail forcé. Mais en même temps, la fin du compromis peut aussi être l'occasion de la construction d'un nouveau rapport de force entre le travail et le capital, à la condition que le travail parvienne à reprendre l'initiative, c'est-à-dire à la condition du développement de luttes par lesquelles le travail parvienne justement à se saisir de ces opportunités. Mais il est clair en même temps que cette occasion n'a de chance d'être saisie qu'à cette autre condition, que les forces politiques porteuses des intérêts des salariés ne s'installent pas dans le culte d'un compromis révolu, dans une nostalgie à laquelle il est évidemment tentant de céder lorsqu'on voit régresser chaque jour les protections collectives qui étaient autant d'acquis de 150 ans de lutte ouvrière. Mais il faut alors bien avoir présent à l'esprit aussi le prix considérable auquel avaient été acquises et auquel ont pu être longtemps préservées ces garanties et protections collectives. Ce prix très élevé a tout simplement été le renoncement à l'autonomie du travail. En échange de droits collectifs, en échange du droit à la négociation collective, de la liberté d'association et de réunion, du droit à négocier une limitation de la durée de travail, etc., on a aussi accepté que s'exerce la domination sur le travailleur salarié. On a accepté que l'espace où l'objet concret du travail est déterminé, que cet espace soit exclu de toute forme de négociation collective, comme a été exclu de toute négociation la formalisation de droits inhérents à la personne du travailleur. En échange de droits collectifs, c'est-à-dire en fait des droits du travail masse dont le capital avait besoin, en échange de droits collectifs, on a accepté aussi que l'espace, le lieu où se déroule effectivement et en acte le travail comme travail vivant, que l'objet du travail vivant et que la personne effectivement au travail ne relève que de la dimension du droit privé dans laquelle les droits de citoyenneté sont suspendus. Ce qui revient à dire qu'on a accepté les règles fixées par le capital, en acceptant qu'il n'y ait de droit que collectif, en acceptant que le droit de participation à la décision, le droit à l'autodétermination, le droit de participer à la détermination de l'objet de travail, c'est-à-dire en acceptant que la citoyenneté s'arrête quand commence le procès de travail vivant, on a accepté qu'il n'y ait de droit du travail que comme travail de la masse, c'est-à-dire uniquement du travail tel que le capital exigeait qu'il se vende à lui. Bref, en exigeant et en obtenant effectivement des droits pour le travail comme masse, comme abstraction et comme marchandise, on a toléré en contrepartie la non-autonomie du travail et l'état juridique et politique de minorité du travailleur vivant. On a accepté que le procès de travail vivant, effectif, singulier et personnel, soit et reste hétéronome et hétérodirigé. Or, la période actuelle peut être porteuse de possibilités de rompre avec l'hétéronomie, l'hétérodirection du travail, au profit d'une autonomie dont les bases coopératives sont pour une part posées par le capital lui-même, tandis que pour une autre part, elles doivent évidemment encore et toujours lui être arrachées. Mais la chance, en quelque sorte,
c'est que les travailleurs sont de plus en plus amenés à devoir développer par eux-mêmes les ressources de coopération dans le travail. Le moi coopérateur est de plus en plus impliqué dans sa singularité, dans son individualité vivante, dans la vie concrète de ses affects et de son intellect. Les ressources affectives et cognitives des individus sont toujours davantage mobilisées et impliquées dans des procès de travail dont le capital ne parvient plus à effacer le caractère vivant, pas davantage qu'il ne parvient à se l'approprier en totalité. On peut dire, certes, la chose à la manière de Pierre Rosanvallon, je le cite, c'est désormais la valeur d'usage de l'individu, c'est-à-dire sa singularité, qui est devenue un facteur décisif de production. Sa productivité est indexée sur sa capacité de mobiliser des ressources propres et de s'investir de façon autonome dans sa tâche. Fin de citation. Mais, dit ainsi, ce constat me paraît encore insuffisant. Car c'est la valeur d'usage du travailleur qui a toujours intéressé le capital. Et en ce sens, ce n'est pas nouveau. Et c'est à mettre la main dessus, sur la valeur d'usage du travail, qu'a toujours servi l'achat de la marchandise force de travail. De ce point de vue, rien de nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que le capital ne peut plus mettre la main sur la valeur d'usage du travail en se contentant d'acheter de la force de travail en masse, en se contentant de juxtaposer et de combiner un grand nombre de journées de travail indifférentes en elles-mêmes à l'individu qui déploie son activité de façon vivante et singulière dans sa journée de travail. La valeur d'usage du travail n'est plus séparable de la personne vivante et de l'individu singulier qui n'est ainsi plus le simple porteur passif, mais devient l'acteur de cette valeur d'usage. La valeur d'usage du travail n'existe plus abstraitement, elle n'est plus séparable des qualités cognitives et affectives individuelles, c'est-à-dire des capacités coopératives qui confèrent au travail la singularité d'une prestation. Et c'est bien cette nouvelle inséparabilité entre le travail et le travailleur, entre le procès de travail vivant et l'individu singulier également vivant, impliqué dans ce procès, dont la portée productive devient inséparable de sa dimension coopérative, c'est cela qui fait aussi que tombent les barrières qui divisaient, je cite ici Bruno Trentin, les barrières qui divisaient rigidement le travail d'exécution du travail créatif, le travail salarié du travail autonome, le travail marchandise du travail volontaire, le travail abstrait de la prestation personnalisée. Tout cela a pour conséquence de faire apparaître la personne concrète du travailleur comme le sujet du rapport de travail, y compris dans le vif du rapport de travail subordonné, et donc après l'acte d'achat-vente de la force de travail. Mais c'est alors aussi que, précisément, cette subordination apparaît comme ce qu'elle est, enfin, si je puis dire, à savoir comme un pur et simple déni de droit que rien ne permet de justifier. Plus rien ne permet de justifier que le procès de travail effectif et vivant soit encore ce qu'il était à l'époque fordiste, à savoir une parenthèse durant laquelle il était demandé aux travailleurs d'oublier qu'il est aussi par ailleurs un individu porteur de droits personnels en tant que citoyen, et pas seulement un individu bénéficiaire de droits collectifs en tant que travailleur. L'individu duquel il est attendu, voire exigé, qu'il conçoive son travail comme une prestation engageant son individualité vivante, affective et cognitive, est, je crois, un individu qui ne peut plus tolérer l'hétérodirection de sa tâche durant le déploiement de son activité vivante de travail. C'est un individu qui ne peut que se mettre à prendre très au sérieux l'impératif d'autonomie, au point de retourner cet impératif en l'exigence des droits qui sont inséparables de cette autonomie, tel le droit de participer aux décisions ou le droit de co-déterminer le procès de travail et l'objet même du travail. C'est un individu dont on ne pourra pas ou plus faire qu'il n'impose des exigences démocratiques, non plus seulement avant le procès de travail, dans le contrat d'achat-vente de la force de travail, ni non plus seulement après le procès de travail, dans l'obtention de droits collectifs, mais cette fois au cœur même du
procès de travail lui-même. Tout se passerait comme si vous voulez, les promoteurs des techniques managériales avaient en quelque sorte ouvert la boîte de Pandore, évidemment sans le vouloir, en permettant aux employeurs d'imposer aux travailleurs des devoirs de fidélité, de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du travail. Ils ont aussi permis l'entrée en force de la personne concrète et indivisible, non décomposable en segments de travail abstrait. Ils ont ouvert la voie à l'intervention de la personne concrète qui travaille, c'est-à-dire l'intervention d'une figure que le fordisme s'était acharné à rendre invisible, en la coinçant entre, d'une part, le citoyen politique extérieur à la sphère sociale du travail, et d'autre part, le travailleur bénéficiaire de droits sociaux strictement collectifs. Entre les deux, depuis le centre du procès de travail vivant, apparaît maintenant, je pense, la figure de celui qui considère que son implication en tant que personne vivante dans le travail lui confère aussi le droit de faire de la sphère du travail vivant un espace démocratique de coopération au sein duquel les participants peuvent décider de la nature, de l'objet, des moyens, de la durée et de la forme du travail. De ce point de vue, ce qui peut peut-être maintenant être mis à l'ordre du jour, c'est la possibilité de donner à la démocratie le contenu d'une coopération sociale que l'on dira effective pour autant qu'elle s'ancre dans l'expérience vive du travail coopératif. Et je dis simplement que cela peut être mis à l'ordre du jour parce que cela n'est en aucun cas nécessité, que l'on me comprenne bien, cela n'est en aucun cas nécessité par les transformations dans le travail dont j'ai parlé, mais seulement permis par ces transformations, à la condition expresse, évidemment, que l'on se saisisse de ces possibilités. Ce qui n'est absolument pas joué d'avance, bien entendu. Alors, je vois qu'il est presque 10h30. Je ne voudrais pas... Est-ce que... Parce que ça correspond à un moment, à une articulation d'un propos. Donc, je crois que ça tomberait pas mal. Ce que je reprends donc ce que je disais avant la pause peut nous conduire à penser qu'il existe un lien entre la forme de l'organisation du travail et la forme de l'organisation politique d'une société. Et c'est ce lien que des auteurs comme Simone Weil, par exemple, ou Hannah Arendt, avaient déjà souligné, ce lien entre les formes sociales hétéronomes et hétérodirigées du travail et les formes politiques autoritaires. D'autres auteurs, comme Richard Sennett, que j'ai déjà cité plusieurs fois, ont montré que la coopération mise en œuvre de façon effective dans le travail vivant implique la formation d'un espace social démocratique et impose le développement d'une culture démocratique ancrée dans des pratiques sociales réelles. On peut penser donc que des individus affirmant toujours davantage de puissance coopérative dans le travail seront aussi des individus affirmant toujours plus de puissance délibérative et démocratique dans la politique. Si cela est vrai, la difficulté devient celle de comprendre comment s'articule une puissance coopérative déployée dans l'ordre social du travail avec une forme spécifiquement politique, en l'occurrence celle de la démocratie. Et ça m'oblige à revenir sous un angle différent de celui du début, donc sur la distinction
du social et du commun que j'ai simplement mentionné, et sur la question de leur possible articulation. Je partirai pour cela d'un ouvrage donc, de John Dewey, son livre « Le public et ses problèmes », dans lequel Dewey fait la remarque suivante, je le cite. « Le fait de l'association ne produit pas de lui-même une société. Cela exige la perception des conséquences d'une activité conjointe et du rôle distinctif de chaque élément qui la produit. Une telle perception crée un intérêt commun, c'est-à-dire une préoccupation de la part de chacun pour l'action conjointe et pour la contribution de chacun des membres qui s'y livrent. Alors il existe quelque chose qui est véritablement social et pas seulement associatif. » La question posée par Dewey est celle de savoir comment il est possible de passer de ce qui est seulement associatif à ce qui est véritablement social. Il formule parfois les choses un peu différemment en disant qu'il s'agit de trouver les conditions grâce auxquelles on peut passer de la société à la communauté. Mais on voit aussi que si, selon Dewey, la communauté est quelque chose de différent de la société, si le commun est donc quelque chose de distinct du social, il faut garder toujours à l'esprit que le social est bien pour lui la base du commun et que le véritablement social ne peut se constituer que sur la base de ce qui est seulement associatif. Il n'y a donc chez Dewey aucune forme d'hypostase du commun, semblable à certaines formes, notamment chez des penseurs actuels, contemporains, hypostase du commun qui s'accompagne très souvent d'une dévalorisation et parfois même d'un rejet du concept même de social. Rien de tel chez Dewey, puisque le social est bien toujours, selon lui, la base du commun et l'associatif, donc le sol ou le terrain à partir duquel il est possible d'accéder à ce qui est véritablement social. Le comportement associé ou l'activité en association, c'est-à-dire justement le niveau du simplement associatif, est, selon Dewey, un trait qui nous caractérise, nous humains, de façon naturelle. Pour lui, l'association, je cite, l'association elle-même est physique et organique. Elle est un fait de nature qui, en outre, n'appartient pas en propre aux humains. Les êtres humains, dit-il, se comportent en se combinant aussi directement et inconsciemment que le font les atomes, les masses stellaires et les cellules. Et ils se divisent et se repoussent aussi directement et sans le savoir que ces derniers. Où l'on voit que le comportement associatif, en un sens large, comprend en lui-même aussi bien la dimension dissociative et qu'il consiste donc autant en des rapports d'attraction qu'en des forces de répulsion. Au niveau de la seule activité en association, on peut donc dire que les hommes s'associent et se séparent, s'agrègent et se désagrègent en vertu de forces naturelles dont ils n'ont pas besoin d'avoir conscience et qui s'exercent sur eux avec la même nécessité que celle des forces qui s'exercent sur des corps ou des corpuscules simplement physiques. Ainsi donc, dit Dewey, l'activité en association n'a pas besoin d'explication, les choses sont faites de cette manière. Mais ceci étant dit, il faut aussitôt ajouter ce que fait Dewey, je le cite, que jamais un degré quelconque d'action collective et agrégée ne constitue par lui-même une communauté. Ça veut dire que du simplement associatif au véritablement social s'opère une conversion qui est une conversion du physique au moral. Ou bien, dans les termes de Dewey, je cite, l'association elle-même est physique et organique, tandis que la vie communautaire est morale, c'est-à-dire soutenue émotionnellement, intellectuellement et consciemment. Aussi longtemps qu'on s'en tient aux conditions strictement organiques qui mènent les hommes à s'allier, à s'assembler, à se réunir, à se combiner, mais aussi à se séparer, à se désagréger, on ne décrit en réalité que des conditions qui sont également celles qui, dit oui, les conditions qui sont également celles qui mènent les autres animaux à s'unir en essaim, en meute ou en troupeau. Ce qui signifie que si l'on s'en tient là, c'est-à-dire si on reste au niveau du comportement associatif, on a affaire
on a seulement affaire à ce qui est commun, comme dit Dewey, aux consolidations et aux unions propres aux hommes et aux autres vivants. Et aussi longtemps que l'on fait cela, on laisse dans l'ombre ce qu'il appelle l'élément spécifiquement humain propre aux associations humaines. En décrivant ces structures associatives communes aux hommes et à d'autres vivants, voire aux éléments mêmes de la matière, qui connaissent également des attractions et des répulsions, on décrit donc les conditions sine qua non des associations proprement humaines, mais pas les conditions suffisantes de la vie en communauté et des formes qu'elle prend. La question est donc de savoir comment s'effectue, par quoi est rendu possible ce saut qui fait passer des comportements associatifs aux formes proprement humaines de l'association, c'est-à-dire au domaine de l'action en commun. En tant que saut qui fait passer d'un comportement associatif inconscient à une activité communautaire volontaire, c'est-à-dire consciente de sa portée et de sa signification sociale, ce saut s'effectue précisément au moyen d'une prise de conscience portant sur les conséquences du comportement en association. Il a lieu, ce saut, quand les acteurs prennent conscience des conséquences de leur activité en association, c'est-à-dire lorsqu'ils se perçoivent eux-mêmes comme affectés par ces conséquences et donc comme concernés par elles. L'ensemble de ceux qui sont affectés et concernés par les conséquences de l'action en association constitue très précisément ce que Dewey propose d'appeler un public. Le public consiste, dit-il, en l'ensemble de ceux qui sont tellement affectés par les conséquences indirectes de transactions qu'il est jugé nécessaire de veiller systématiquement à ces conséquences. Plus exactement, il faut dire qu'un public se constitue lorsque la conscience des conséquences de l'interaction et de la transaction s'étend plus loin que les conséquences immédiatement connues des partenaires directs de l'interaction et de la transaction. L'essence des conséquences qui mènent un public à exister, dit Dewey, est le fait qu'elles s'étendent au-delà de ceux qui sont directement engagés dans leur production. Un public, c'est-à-dire ce que Dewey appelle aussi le véritablement social, et parfois le commun, un public se constitue donc lorsque les acteurs prennent conscience du fait qu'ils sont eux-mêmes affectés et donc concernés par les conséquences indirectes des interactions d'autres acteurs. D'où il conclut d'ailleurs que leurs propres interactions possèdent également des conséquences indirectes qui affectent d'autres acteurs non immédiatement impliqués. Mais une fois qu'on a rappelé cette distinction deweyienne entre le simplement associatif et le véritablement social, il faut encore accomplir quelque chose que Dewey ne fait pas, ou du moins, selon la lecture que j'en ai, pas suffisamment, c'est-à-dire identifier un opérateur concret de cette conversion de l'associatif au social. Expliquer comment et surtout où peut émerger cette conscience des effets et des conséquences indirectes et lointaines des actions et des interactions. Pour autant qu'une telle conscience est ce qui rend possible la constitution d'un public capable de prendre soin de ces conséquences. Que le travail puisse être cet opérateur de la conversion de l'associatif au social, c'est mon hypothèse. Ça n'est pas explicitement, ça n'est pas explicite chez Dewey. C'est quelque chose qu'il a sans doute aperçu, mais sur quoi il ne s'étend pas. Mais on peut penser qu'il a aperçu cela lorsqu'on voit les exemples qu'il donne d'actions, d'interactions, de transactions dont les conséquences affectent un grand nombre d'individus au-delà de ceux qui sont directement impliqués. Les exemples qu'il donne d'interactions dont les conséquences poussent à la constitution d'un public et donc au passage au plan du véritablement social, les exemples donc qu'il donne sont des exemples d'interactions qui, de façon directe ou indirecte, ont à voir avec le travail. Premier exemple, l'exemple du rapport médecin-patient. Par exemple, quand je vais voir un médecin, dit-il, l'interaction ne concerne que nous, c'est-à-dire lui comme médecin et moi comme patient. Pourtant, il apparaît que les conséquences de l'activité de médecin en général, c'est-à-dire les conséquences du travail du médecin, s'étendent bien au-delà de notre interaction simple et que ces conséquences, dit oui, sont si larges
que les conditions d'examen et l'autorisation d'exercer deviennent une affaire publique. Autrement dit, un public se constitue parce que les conséquences possibles d'un exercice de la médecine par quelqu'un qui n'en a pas les compétences sont des conséquences socialement dévastatrices. Second exemple, un individu achète un terrain à un autre. Là encore, à première vue, la transaction ne semble concerner que ces deux individus. Pourtant, peu de choses sont aussi juridiquement codifiées que les conditions dans lesquelles s'achètent et se vendent des propriétés. C'est donc qu'un public s'est constitué pour prendre soin des conséquences de ce genre d'actes, c'est-à-dire pour codifier les actes d'achat et de vente. Pourquoi ? Parce que la terre est la condition première de la satisfaction des besoins sociaux élémentaires, à condition bien sûr que le travail humain s'y applique. Troisième et dernier exemple, qui peut paraître encore plus surprenant, le choix d'un compagnon et l'union sexuelle. Troisième exemple de Dewey. Voilà qui, plus que tout, ne semble concerner que les deux individus en question. Mais là encore, les conséquences de cette transaction ont été reconnues comme s'étendant bien au-delà des deux individus immédiatement impliqués. Un public s'est constitué qui a codifié et légiféré. Pourquoi ? Parce que, explique Dewey, cet acte, l'union, cet acte est la condition, le moyen de perpétuer la communauté. Soit, me direz-vous, mais quel lien ici avec le travail ? On reconnaît ce lien à la condition de bien vouloir admettre que l'engendrement n'est rien s'il n'est pas suivi de l'éducation, et que cette éducation est un travail. Que l'éducation soit un travail était une chose admise par exemple par Hegel, dont Dewey est un lecteur, mais elle n'est pas non plus perdue de vue par Dewey. Preuve en est le fait que dans le même passage, il s'oppose à l'idée selon laquelle, dans un État, la formation et la dissolution des mariages puissent cesser de comporter une face publique. Au contraire, dit-il, l'État, c'est-à-dire en fait pour lui le simple représentant du public, doit être extrêmement attentif aux conséquences de l'union. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour lui d'être attentif, je cite Dewey, à la santé, à la capacité économique et à la compatibilité psychologique des personnes concernées. Les trois exemples d'interaction donnés ici par Dewey sont ceux d'interactions qui prennent une portée sociale dans la mesure où leurs conséquences touchent à un intérêt commun. Mais on voit aussi que, si tel est le cas, ce n'est que pour autant que ces interactions supposent, engagent ou sont elles-mêmes, à chaque fois, une forme de travail. Je pose donc que l'opérateur de la conversion du simplement associatif en véritablement social est le travail, et donc que c'est le travail qui permet le passage de l'association à la communauté. Plus exactement, c'est la dimension coopérative du travail qui permet de passer de la simple conduite en association à ce qui est véritablement social. Sans cette activité sociale spécifique qu'est le travail, on aurait certes les phénomènes relevant et témoignant de ce que Dewey appelle le comportement associé, qui n'est d'ailleurs pas propre aux hommes, on l'a vu. Mais sans le travail, on n'aurait pas là ce qu'il appelle la communauté d'action qui s'organise en fonction de significations partagées par l'intérêt mutuel. Les forces sont certes nombreuses et puissantes qui, dans la société actuelle, tendent à ravaler le travail au rang d'un simple comportement associé, tel qu'on peut par exemple le mettre en œuvre en tant qu'acteur du marché. Et les marchés sont bien en effet de tels opérateurs de comportements simplement associés. Mais c'est dénaturer le travail que de le réduire à cela, parce que cela revient à occulter ce qui, dans le travail, relève de la mise en œuvre d'une dynamique de coopération, et par là, le rattache précisément à ce que Dewey appelle une communauté d'action. Où prend-on conscience d'être affecté par l'activité d'autrui et d'affecter soi-même autrui par son activité, sinon d'abord dans l'activité de production, dans le travail, en tant que l'effectuation de ma tâche ou de mon œuvre propre dépend de l'effectuation de la sienne par autrui. Où puis-je prendre conscience d'une communauté d'action, sinon dans et par l'élévation de ce qui est d'abord de l'ordre d'une simple division des tâches, à la conscience d'une authentique coopération que je peux dès lors vouloir consciemment organiser avec autrui. Et l'on retrouve alors ce qui était déjà une conviction hegelienne, à savoir que le travail est le lieu et l'opérateur d'une double formation, à la fois pratique et théorique. Formation pratique
qui permet de passer d'une division mécanique des tâches à ce que Hegel lui-même appelait l'action commune, c'est-à-dire à des formes de coopération voulues et organisées, mais formation théorique en même temps, qui permet d'accéder à la fois à la conscience de l'intérêt mutuel et à des significations partagées, comme dit Dewey. Ainsi, ce que Hegel nommait la dépendance mutuelle dans le travail, et qui relève du simplement associatif, est-elle convertie en contribution à la satisfaction des besoins de tous les autres, c'est-à-dire en médiation du particulier par l'universel, principe de la philosophie du droit, paragraphe 197, de telle sorte que cet universel puisse lui-même devenir conscient et être voulu par les individus eux-mêmes. Je crois qu'on trouve justement chez Hegel, chez Dewey, mais je vais le redire chez Marx aussi, une idée qui leur est commune. C'est l'idée, pour le dire dans les termes de Hegel, de la transformation du fait de la dépendance mutuelle en une médiation du particulier par l'universel. C'est-à-dire l'idée, cette fois dans les termes de Dewey, du passage de ce qui est simplement associatif à ce qui est véritablement social. Or, cette dépendance mutuelle et réciproque, ce simplement associatif, sont les formes que prend le social aussi longtemps qu'il est en quelque sorte laissé à lui-même, aussi longtemps qu'il est abandonné à son mouvement qu'on peut dire naturel au sens de spontané. On trouverait d'ailleurs chez Spinoza une idée comparable, notamment dans la représentation qu'il se fait d'une socialité naturelle, faite autant d'amour que de haine, donc d'une socialité contradictoire en elle-même, consistant autant, comme l'associatif chez Dewey, en des rapports d'identification et d'attraction qu'en des rapports de dissociation et de répulsion. Non seulement donc les affects qui sont des passions ne sont pas, chez Spinoza, l'antithèse de la socialité, mais il y a en outre une socialité naturelle qui est une socialité passionnelle, c'est-à-dire une production du social à partir des passions, qui est une production contradictoire du social, qui doit encore être reprise, taken up into, dit Dewey, qui traduit peut-être de cette manière la Aufhebung hegelienne, pour le dire de façon spinoziste, une production du social qui doit être poursuivie, continuée, intensifiée, dans et par une production, cette fois rationnelle du social, qui, elle, ne sera plus contradictoire, puisque, en tant qu'ils vivent sous la conduite de la raison, les hommes conviennent en nature. La différence entre la socialité naturelle par les passions et la socialité par la raison, portant ici sur l'adverbe toujours dans la phrase, d'ailleurs j'ai mal cité, la phrase de Spinoza, Éthique 4, 35, en tant qu'ils vivent sous la conduite de la raison, les hommes conviennent toujours en nature, toujours en nature. La différence entre la socialité naturelle par les passions et la socialité rationnelle porte précisément sur l'adverbe toujours, c'est-à-dire sur la nécessité. Autant l'accord est contingent dans la socialité naturelle, autant il est nécessaire dans la socialité rationnelle, parce qu'il n'est rien que des hommes gouvernés par la raison puissent souhaiter de mieux pour conserver leur être que, comme vous savez, de se convenir tous en tout, en sorte que les esprits et les corps de tous composent, pour ainsi dire, un seul esprit et un seul corps. Éthique 4, 28, Scolino. La raison apparaît ici chez Spinoza comme n'étant pas autre chose, au fond, que le raisonnement même qui conduit les hommes à comprendre la nécessité où ils sont de composer, pour ainsi dire, un seul esprit et un seul corps, c'est-à-dire de coopérer, non par respect de je ne sais quel commandement moral, mais simplement afin de maximiser leur chance de persévérer dans l'existence. Or, il se trouve que cette idée d'une articulation entre une socialité naturelle et une socialité rationnelle est une idée qui est également présente chez Marx, bien qu'elle ait rarement retenu l'attention. Elle prend chez lui la forme du passage d'une socialité subie à une socialité voulue. Selon le Marx de l'idéologie allemande, la forme caractéristique de la socialité naturelle est celle de la division du travail, et plus exactement, la division du travail tant qu'on la laisse opérer par elle-même, c'est-à-dire spontanément ou naturellement. La division du travail, écrit Marx, nous offre immédiatement le premier exemple du fait suivant. Aussi longtemps que les hommes se trouvent dans la société naturelle,
aussi longtemps que les hommes se trouvent dans la société naturelle. En allemand, c'est die Naturwüchsige Gesellschaft. Donc là, ça veut dire la société qui croît naturellement, Naturwüchsig. Aussi longtemps donc que les hommes se trouvent dans la société naturelle, donc aussi longtemps qu'il y a scission entre l'intérêt particulier et l'intérêt commun, aussi longtemps donc que l'activité n'est pas divisée volontairement, mais du fait de la nature, l'action propre de l'homme se transforme pour lui en puissance étrangère qui s'oppose à lui et la servit au lieu qu'il la domine. La société naturelle est celle dans laquelle le travail est laissé, en quelque sorte, à une division, une répartition spontanée, de sorte qu'elle est aussi la société dans laquelle les hommes n'expérimentent le social ou la socialité que sous la forme négative de la dépendance réciproque, dont Hegel parlait déjà, de la dépendance mutuelle, et donc en effet sous la forme d'une puissance étrangère, ce que Marx précise d'ailleurs explicitement dans la suite, en parlant de la dépendance universelle, cette forme naturelle et négative de la coopération. Et il s'agit pour lui de passer à une forme volontaire, rationnelle, organisée de la coopération. Dans la société naturelle, le social n'apparaît aux individus, évidemment la société naturelle pour Marx c'est la nôtre. Le social n'apparaît aux individus que sous la forme d'un intérêt commun qui est séparé et différent de l'intérêt des individus. Et comme la division du travail laissée à elle-même est un mécanisme qui répartit le travail de façon inégale, qui fait travailler certains pour d'autres, elle est en même temps un mécanisme de domination, de sorte que dans la société naturelle, l'intérêt commun, quand il apparaît, n'est en réalité que l'intérêt de ceux auxquels bénéficie la division spontanée du travail. Dans la société naturelle engendrée par la division naturelle du travail, l'intérêt commun est un intérêt illusoire et les communautés qui se forment toujours sont, selon Marx, des communautés illusoires, ou comme il dit aussi, des succédanés de communautés. Seul le passage d'une division naturelle du travail à une division volontaire et consciente est donc pour lui à même de faire passer aussi de la dépendance universelle à la coopération positive et réelle. Alors aussi, le social n'apparaîtra plus aux individus comme séparés d'eux. Il n'apparaîtra plus comme un commun séparé, qui n'est en réalité le commun que de ceux à l'avantage desquels tourne la division spontanée du travail. Seule donc, pour Marx, une division voulue, consciente, organisée du travail peut faire passer de ce qu'il appelle la communauté apparente, qui est aussi la société naturelle, à la communauté réelle, c'est-à-dire à la communauté dans laquelle, précise-t-il, je cite, les individus acquièrent leur liberté simultanément à leur association, grâce à cette association et en elle. À quoi il faut encore ajouter d'ailleurs que ce passage de la société naturelle à la communauté réelle n'a rien pour Marx d'utopique. Pour lui, ce passage, pour lui, en tout cas pour lui en 1846, quand il écrivait l'idéologie allemande, après est-ce que c'est une idée qu'il a gardée plus tard, ça c'est un autre problème, mais pour lui à l'époque, ce passage de la société naturelle à la communauté réelle est en quelque sorte en train de se faire. La communauté réelle et la coopération sont en quelque sorte déjà là, ou plutôt elles s'anticipent elles-mêmes au sein de l'activité d'association et d'organisation que déploient les travailleurs. La coopération sociale s'anticipe dans ce que Marx appelle, je cite, la Gemeinschaft, la communauté des prolétaires qui placent sous leur contrôle leurs propres conditions sociales d'existence et les conditions sociales d'existence de tous les membres de la société. Et c'est dans cette communauté aussi que s'accomplit, je cite Marx, l'union des individus qui met les conditions du libre développement et du libre mouvement des individus sous son contrôle, conditions qui avaient été jusque-là laissées au hasard. Laissées au hasard. Ça, c'est la société naturelle, qui laisse le social au hasard, en quelque sorte, et qui ne s'en occupe pas. Ce qui se constitue là est très exactement ce que Dewey appellera plus tard un public. C'est la communauté de ceux qui sont affectés par les conséquences d'une certaine activité, en l'occurrence le travail et sa division dans la société. Or, pour Marx, dans le capitalisme, cette communauté de ceux qui sont affectés par le travail et par la division du travail, cette communauté ou ce public, pour le dire dans le terme de Dewey, s'étend potentiellement à l'ensemble de la société, parce que le capitalisme est pour lui ce rapport social très particulier
qui a précisément mis le travail en son centre et en a fait le porteur de la médiation sociale dans son ensemble. Il serait peut-être donc possible de reconnaître dans le travail un opérateur constitutif du public, et on peut peut-être penser que sur ce point, prendre des distances, on n'aura pas le temps de l'expliquer peut-être dans la discussion, on pourra revenir sur ce point, mais considérer le travail comme un opérateur constitutif du public de façon critique hein, par rapport à, par exemple, notamment, en particulier par rapport à Hannah Arendt, hein, puisque elle, justement, ne voulait voir dans le travail rien d'autre qu'une activité une activité au fond enracinée, hein, enracinée dans la sphère privée, domestique, dont la modernité, selon elle, aurait indûment fait un enjeu public, précisément sous le nom du social. Hein, je m'appuie sur le chapitre « La naissance du social » dans Conditions de l'homme moderne. Mais Arendt pensait, au fond, que les aptitudes au travail n'influent pas sur la vie politique, qui, elle, requiert l'autonomie, la coopération et la créativité. Mais c'est sans doute parce qu'elle pensait à tort hein, qu'il n'y avait place dans le travail que pour le répétitif et le cyclique, pour l'hétéronomie et la soumission. Voir les choses comme ça me semble remis en cause hein, par les traits qui sont caractéristiques du travail dans la modernité, dans la mesure précisément où c'est à partir du travail et dans le travail que s'inventent dans la modernité les formes d'action commune. Non seulement donc le travail est dans la modernité le vecteur du commun et non pas son fossoyeur, comme le pensait Hannah Arendt, mais il est aussi ce qui donne au commun des modernes sa forme spécifiquement démocratique. La capacité démocratique est inhérente au travail dans la mesure où elle est l'expression politique de cette autre caractéristique inhérente ou essentielle au travail qu'est sa dimension coopératrice. Au fond, le travail me paraît être intrinsèquement politique et la politique intrinsèque au travail est une politique de forme essentiellement démocratique. Que l'on puisse ne pas voir cet aspect des choses est tout à fait normal, l'inverse aurait été étonnant, tant ont été puissantes et efficaces les forces qui n'ont eu de cesse de capter les capacités politiques du travail et de priver le travail de ses capacités démocratiques propres. Les stratégies capitalistes, dont j'ai parlé tout à l'heure, de captation de la coopération, hein, décrites à l'aide de Marx précédemment, ont précisément servi à cela, c'est-à-dire à rendre invisible à ceux-là même qui en sont les acteurs et les porteurs le sens et la portée politique et démocratique des pratiques sociales de coopération impliquées par le travail. C'est à cela aussi qu'a servi la promotion par tous les moyens de la coordination politiquement faible des marchés contre la coopération politiquement forte du travail. On en reparlera peut-être cet après-midi, notamment c'est un des aspects des ouvrages récents de Axel Honneth, et un point qui peut être critiquable dans certaines de ses analyses récentes. Ces forces et ces puissances sont évidemment encore aujourd'hui à l'œuvre, nous savons bien, mais la séparation toujours plus grande, dont je parlais tout à l'heure, du capital avec la sphère de la production, permet aussi que le travail conquiert relativement à ses forces une marge de manœuvre plus grande, grâce à laquelle les procédés de captation des puissances propres au travail, de coopération et d'autonomie peuvent davantage être mis en échec. Trois éléments permettent de, je finirai sur ce point, permettent de reconnaître, je crois, à partir du travail et de façon immanente à lui, la démocratie comme forme de vie, selon les termes de Dewey, comme régime de vie, davantage que comme forme de gouvernement ou forme de régime politique. L'autonomie des acteurs, la coopération qu'ils mettent en œuvre, et enfin là où les décisions qu'ils sont capables de prendre au sujet de la forme du procès de travail
au sujet des objets du travail, au sujet des buts et du sens du travail. Ces trois caractères, autonomie, coopération, décision, permettent de dire qu'au fond, un collectif de travail est toujours en même temps un public, et un public de nature essentiellement démocratique. Les milieux et les collectifs de travail peuvent en ce sens être considérés comme les foyers à partir desquels la forme démocratique de vie sociale peut se développer, se déployer, se propager aux autres espaces publics environnants, jusqu'à conquérir l'ensemble d'une formation sociale. Les collectifs de travail peuvent être vus comme autant de lieux à partir desquels peuvent embrayer des stratégies visant à hégémoniser à l'ensemble des rapports sociaux la démocratie comme forme sociale de vie. La compréhension de ce que je propose là suppose d'admettre qu'une société est en quelque sorte constituée d'une multiplicité de publics et d'espaces publics. D'ailleurs, soit dit en passant, on y reviendra peut-être, mais il se trouve par exemple le terme de public qu'utilise Dewey est traduit en allemand par Öffentlichkeit. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est exactement le même terme qu'on utilise aussi en allemand pour parler de l'espace public. Donc il n'y a pas de différence conceptuelle, en tout cas évidente entre les deux termes. Oui, donc je disais qu'il est possible de considérer une société comme constituée d'une multiplicité de publics, d'espaces publics au pluriel, et pas seulement d'un unique espace public. Cela peut se comprendre notamment à partir de la thèse de Dewey, selon laquelle un public se constitue, comme on l'a vu, dès lors que des acteurs prennent conscience qu'ils sont concernés collectivement par les conséquences de certaines actions. On comprend dès lors que plusieurs publics de ce genre peuvent parfaitement coexister dans une même société, que plusieurs publics peuvent s'articuler les uns aux autres, voire peuvent se fondre les uns dans les autres, lorsque la conscience se forme en eux de ce qu'ils sont également concernés par les conséquences de certaines actions. On rejoint alors la distinction que propose Nancy Fraser entre ce qu'elle appelle des publics faibles et des publics forts. Fraser appelle faibles les publics dont, dit-elle, les pratiques de délibération consistent exclusivement en la formation d'une opinion, et elle appelle forts les publics, dit-elle, dont le discours comprend à la fois la formation d'une opinion et la prise de décision. Cette distinction faite, la question devient celle de savoir comment s'articulent et cohabitent dans une même formation sociale les publics faibles et les publics forts. Concrètement, ça revient par exemple à déterminer les rapports susceptibles d'exister entre, d'une part, l'ensemble des publics que sont les multiples associations, groupements, et d'autre part, le public fort constitué par exemple par un parlement. Ce dernier étant effectivement un public fort au sens que Fraser donne à l'expression, puisqu'il a pour caractéristique que ces délibérations aboutissent à des décisions ayant valeur de loi. Mais les publics qui sont formés par des acteurs qui travaillent, c'est-à-dire les publics dont les actions sont des activités de travail et de production, me semblent remettre en cause cette distinction entre public faible et public fort. Si le public fort se distingue du faible en ce qu'il est un public capable non pas seulement de discussion, mais également de décision, alors un collectif de travail et de coopération est un public fort, ou peut être un public fort, puisqu'il a précisément pour caractéristique d'être à même de prendre des décisions sur lui-même, sur son organisation, sur la forme de sa coopération, ainsi que sur l'objet même du travail et sur son sens. La reconnaissance de tout collectif de travail comme d'un public fort, capable non seulement de coopération, d'autonomie, mais aussi de décision, produirait immanquablement, je crois, une intensification de la vie sociale et porterait à l'incandescence la forme démocratique de la vie sociale. On peut appeler, d'un mot un peu moins utilisé aujourd'hui, on peut appeler émancipation une pareille identification de la vie, du travail et de la démocratie. Merci à vous.